Voilà, très bien. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier en ligne. On va parler aujourd'hui des soft skills et comment notamment en parler sur son CV. Alors moi, je suis Jérémy Potier, je travaille à DoYouBuzz depuis 13 ans. Et DoYouBuzz, c'est un outil de création de CV en ligne. Donc l'idée, c'est de vous faciliter la création de CV au maximum, même si bien sûr, il y a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce CV. Et donc c'est un peu à ça que servent ces ateliers et des articles qu'on peut écrire notamment sur le blog de DoYouBuzz. Alors moi, j'aime beaucoup lire toutes les études qui se font un petit peu partout sur le sujet du CV, du recrutement, de la psychologie, de la sociologie. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui nous permettent de comprendre un petit peu comment fonctionne le recrutement, les recruteurs quand ils lisent un CV. Alors évidemment, on n'est pas capable de tout comprendre parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas systématiquement, mais quand même, on peut déduire beaucoup de choses des recherches qui existent. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous restituer un petit peu ce que moi j'ai appris en lisant tout ce que j'ai lu sur les soft skills et le CV, et puis aussi avec ma pratique quand j'accompagne des personnes, notamment sur la rédaction de CV. Voilà, ça me permet aussi de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe sur les CV et dans les recrutements. Alors, je suis un peu perdu dans toutes mes fenêtres. Tac, voilà. J'essaie juste de voir s'il y a des nouveaux participants qui sont arrivés. J'ai l'impression que tout le monde est là. Ok, super. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler des soft skills et peut-être juste pour commencer, pour essayer de distinguer les différents types de compétences qu'on peut avoir, en fait, que chacun a. On en distingue de trois types, on va dire. Il y a les compétences purement techniques, ce qu'on appelle les hard skills ou les compétences dures. Donc là, c'est ce que vous savez faire dans votre métier. Voilà, si on est technicien, ingénieur, enfin, tous les métiers, il y a des connaissances purement techniques qu'on est censé savoir faire. Il y a les compétences qu'on appelle transverses, qui sont généralement des compétences un peu plus globales, un peu plus générales, mais qui peuvent s'appliquer dans de nombreux contextes différents. Donc, si j'ai différents métiers, peut-être pouvoir transférer certaines de ces compétences, utiliser certaines de ces compétences dans d'autres métiers. Alors là, c'est par exemple tout ce qui est gestion de projet, négociation, gestion de budget, expression en anglais. Voilà, ça, c'est des compétences, parce que c'est des choses qu'on acquiert dans un environnement professionnel, mais qu'on peut mobiliser dans des contextes professionnels très différents. Et enfin, les soft skills. Alors, des fois, on parle de compétences douces, des fois, on parle de qualité personnelle, de qualité comportementale, on parle aussi de savoir-être. Là, c'est justement toutes ces qualités qui dépendent plus de nous, en fait, qui sont propres à nous, mais qu'on va mobiliser quand même dans un contexte donné. Donc là, là, on parle vraiment plus de compétences comportementales. C'est comment moi, je me comporte dans une certaine situation et comment je peux mobiliser ces qualités dans un environnement donné. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà peut-être juste sur ces définitions-là? C'est des choses qu'on rencontre assez souvent, donc je pense que vous êtes déjà à peu près au fait, mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Ok. Alors, on continue. Ah, s'il y avait une main levée ou je ne sais pas, non. Alors, désolé, je ne vois pas tout le monde là, donc peut-on stopper cette sonnerie? Ah oui, c'est quand quelqu'un rentre, on entend c'est ça, hein. Quand quelqu'un rentre, non, on ne peut pas stopper, ou ça se configure, mais je ne sais pas trop où. Mais ça va s'arrêter, la petite sonnerie, quelqu'un demande dans le chat. Alors, objectif de cette petite session, on va essayer de comprendre l'interprétation faite par les recruteurs de la psychologie des candidats. Alors, c'est un peu Inception, là. On se met dans la tête des recruteurs parce que les recruteurs essayent de se mettre dans la tête des candidats. Donc là, nous, on est en train d'observer l'observateur qui a ses propres interprétations, mais ça va bien se passer. Et on va utailiser, en fait, on va essayer de voir comment on peut utiliser ces modes d'interprétation des recruteurs, nous, quand on fait un CV. Alors, on peut les utiliser de deux manières différentes, c'est-à-dire les utiliser de manière implicite. On va mettre des petits indices à droite à gauche dans notre CV qui dénotent qui sera interprété comme des qualités. Et on aura aussi des descriptions explicites de nos qualités ou soft skills. Et puis enfin, je vais juste faire un petit zoom à la fin sur les capacités d'adaptation, parce qu'on en parle souvent.
Voilà, le conseil qu'on entend souvent, c'est en temps de crise, il faut montrer qu'on sait faire preuve d'adaptation. Donc, je voulais juste faire un petit point dessus aussi. Juste pour commencer, je me disais que ce serait peut-être intéressant de parler un peu philosophie. Et puis après, on va aller dans le monde de recrutement. Mais voilà, je pense que c'est une approche qui est intéressante. C'est très structurant pour tout le reste, en fait, pour tout ce qu'on va voir. Donc, prendre un peu de hauteur, ça me semble plutôt bien, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on sait tous, mais on a tendance à l'oublier au quotidien. Et l'idée, c'est tout simplement que le monde, tout ce qu'on voit, nous, avec nos yeux et nos sens, il n'existe pas forcément au sens propre. C'est-à-dire que c'est forcément le fruit de notre interprétation personnelle, qui elle-même vient de nos habitudes, de nos préjugés, de notre culture et de notre histoire individuelle. Voilà. Donc, quand on voit un objet, un phénomène ou n'importe quoi, on projette sur lui plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec l'objet en lui-même. Ou qui ont à voir, mais on a tous une vision très parcellaire en fait de cet objet. Si on regarde une banane, par exemple, voilà, certains vont avoir, ça va leur évoquer un souvenir d'enfance. Voilà, d'autres, ça va leur évoquer la déforestation. Pour d'autres, ça va être des pesticides ou de la radioactivité. Il y a une unité, l'unité banane, c'est une unité de radioactivité. Voilà, d'autres vont penser à voilà, le fait que c'est un remède naturel à la colique. Voilà. Et il y a en fait une déclinaison quasiment infinie d'interprétation de n'importe quel objet comme cette banane. Et on peut y voir l'agriculteur ou le robot qui l'accueillit, on peut voir l'eau ou le soleil qui a été nécessaire pour que ça pousse. On peut même y voir le Big Bang qui est à l'origine de la fabrication de ces particules élémentaires. Enfin bref, on peut tout y voir en fait, limite. Et alors pourquoi je remonte aussi loin, hein, c'est juste parce que quand un recruteur lit un CV, c'est exactement cette chose, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il projette sur un CV tout un tas de choses qui proviennent, voilà, là aussi de sa propre histoire, de ses propres interprétations. Et alors évidemment, une majorité de ces interprétations sont culturelles, donc sont basées sur un socle commun voilà, qui est à peu près le même pour nous tous. Donc, il y a quand même un recoupement il y a quand même un recoupement entre ce que différents recruteurs peuvent interpréter, mais ils auront des interprétations différentes en fonction d'un même objet. Donc, un même recruteur, voilà, va lire un CV, pour lui, un CV va vouloir dire jaune, enfin, va vouloir dire ça. Un autre, ça va vouloir dire ça, et un autre, ça va vouloir dire cette petite partie rouge. Et sans qu'il y ait forcément des fois des recoupements aussi évidents, hein. Évidemment, là, c'est complètement schématique comme représentation. Donc, ils auront une interprétation différente du même CV, mais aussi, c'est ça surtout qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste une interprétation. Donc, il est tout à fait possible que cette interprétation soit fausse. Voilà. Et en fait, comme on va le voir, c'est assez souvent le cas. Il y a plein d'interprétations qui sont fausses, tout simplement. Et après, c'est la vie, c'est normal, quoi. On ne va pas s'en offusquer. Alors, donc, dans le recrutement, comment ça se passe, un recrutement, et notamment par rapport aux compétences? Alors, il y a l'APEC qui a fait une étude en 2020, en plus entre juillet et septembre 2020, pour essayer de comprendre comment les entreprises identifiaient et évaluaient les compétences des candidats tout au long du processus de recrutement. Donc, je vous envoie le lien de l'étude dans le chat. Voilà. Comme ça, vous pourrez la lire en détail. Elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle est basée à la fois sur du quantitatif et sur du qualitatif. Donc, on a une vision assez claire de ce qui se passe dans les entreprises en termes de recrutement et de compétences. Alors, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez la lire dans le détail. Je pense que c'est toujours intéressant. Ça démystifie pas mal aussi ce genre d'études, certains aspects sur les processus de recrutement en entreprise. Dans ce qui nous intéresse ici, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était que déjà les compétences qui sont formalisées sur une offre d'emploi évoluent au cours du processus de recrutement. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer des gens, à force de se poser des questions, à force de… Voilà, plus le temps passe, plus les critères de recrutement eux-mêmes évoluent. Et donc, les compétences qu'on souhaite pour la personne qu'on recrute, eh ben, ça change en cours de route. Voilà, ça déjà, il faut déjà en être conscient. Après, dans le processus de recrutement, les soft skills, alors selon cette étude, hein,
Donc, c'était des questionnaires. Il y a une partie questionnaire, donc ils interrogeaient des recruteurs. Alors, c'était à la fois des managers, des DRH, des cabinets de recrutement pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc, les soft skills sont principalement interprétés à partir de 2 éléments. Alors là, je vous mets un petit tableau, on va le lire un tout petit peu. Donc, la question, c'est en général, sur quels éléments de votre entreprise se base-t-elle pour évaluer les compétences métiers et les compétences comportementales? Les 2 zones principales d'interprétation, c'est le déroulé des entretiens. Pour 65% des personnes interrogées, c'est là qu'ils vont essayer de comprendre les compétences comportementales, donc les soft skills des candidats. 65%, c'est sur les entretiens et 56%, c'est sur le parcours professionnel, donc sur ce que vous avez fait. Et la première représentation de ce parcours, évidemment, c'est votre CV. Là, on voit aussi, ce qui est intéressant, juste sur les compétences métiers, que c'est le parcours professionnel à 73% qui dénote les compétences métiers et à 49% l'entretien. Et il y a une dernière chose qui est intéressante sur la sélection des candidats. C'est-à-dire que quand une entreprise sélectionne un candidat, elle embauche quelqu'un, elle décide d'embaucher quelqu'un, le processus de sélection par rapport aux compétences se fait en 2 phases. Dans un premier temps, il sélectionne les gens qui ont les compétences techniques appropriées, qui correspondent au poste. Et c'est une fois au sein de ce pool-là que va s'effectuer une seconde sélection. Alors, les compétences techniques aussi rentreront en ligne de compte dans ce deuxième pool, mais c'est là que les compétences comportementales vont plus rentrer en ligne de compte. Donc, voilà, vous pouvez tout à fait, vous pouvez avoir les meilleures compétences comportementales du monde sur le papier. Si vous n'avez pas les compétences techniques, ça ne sert à rien. Voilà, il y a quelques histoires quand même où les gens sont recrutés uniquement parce qu'il y a un gros coup de cœur au niveau qualité, au niveau compétences personnelles, des fois, ce qui génère d'ailleurs quelques erreurs. Je disais, il y avait une histoire d'un PDG d'une banque qui avait été privilégié par rapport à d'autres candidats parce qu'il avait des super scores au niveau des tests psychométriques, comme on appelle ça. Et après, il a fait plein de fraudes et tout ça. Donc, c'était pas super. En fait. Ce n'est pas une très bonne méthode d'évaluation. Mais en tout cas, dans la plupart des situations, c'est compétences techniques et ensuite, au sein de ce pool-là, il y a des compétences plutôt comportementales. Alors maintenant, je vous propose, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si vous n'en avez pas, on passe sur la partie CV. Mais d'ici là, voilà, peut-être avez-vous des questions par rapport à tout ça, déjà dans un premier temps. Je vous écoute. Bonjour Jérémy, c'est Pascal. Oui, salut. Bonjour Jérémy. Bonjour. Moi, dans ma startup, je privilégie les compétences soft skills. OK. La fiabilité, déjà, parce que j'ai eu deux soucis pour trouver un bon, même excellent webmaster et 2 problèmes de fiabilité. Voilà. OK. Bon, alors, ça va me permettre de basculer sur une des slides suivantes, tu vas voir, qui est effectivement la fiabilité, qui est une sous-partie de ce qu'on appelle la conscienciosité, est le critère numéro 1. Enfin, alors, pas la fiabilité, hein, la conscienciosité, c'est le grand ensemble de qualités numéro 1 dans les compétences comportementales. D'accord. Donc, ça correspond. Tu avais autre chose à ajouter par rapport à ça ou... Ben non, je trouve que ça devrait je pense que ça va prendre les soft skills beaucoup plus d'importance dans les années à venir, je pense. Ok, on pourra avoir un petit débat à la fin sur ces sujets un peu plus généraux si tu veux, ou si vous voulez, parce qu'il y a plein de choses derrière ça en fait. Et notamment l'évaluation de ces qualités qui est très très dure en fait. On va le voir là du coup. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, est-il possible de mettre l'affichage des slides un peu plus grand? Vous avez du mal à lire les slides? Non, ça va. Alors, c'est Anastasia qui me demande ça, je ne sais pas. Donc, je peux essayer d'agrandir moi sur mon... Mais il prend déjà pas mal de place et j'ai un écran assez balèze. Donc, je ne sais pas si... C'est peut-être la qualité de la vidéo, par contre, où c'est dur à lire. C'est bizarre parce que moi, je suis sur smartphone et j'ai une bonne réception. Bon, et bien alors, on va continuer.
Alors, j'essaie juste de retrouver une petite fenêtre. Voilà, super. Alors, je vous propose de regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe pour en fait, comment les recruteurs interprètent un CV. Alors, il y a une étude qui a été menée en 2014 où des chercheurs ils ont créé une étude, un protocole expérimental pour essayer de comprendre déjà l'écart qui existait entre la personnalité, on va dire, entre guillemets, réelle, je mets un gros guillemets parce que c'est toujours impossible à identifier, mais la plus fiable possible, la personnalité du candidat et la perception de la personnalité par le recruteur. Donc, je vous parlais un petit peu tout à l'heure on a tous nos propres projections. Voilà, là, c'est ça qu'ils essayaient de mesurer, en fait, un petit peu. Donc, dans leur protocole, ils ont pris une centaine de candidats et leur CV, et ils ont fait passer des tests de personnalité à ces candidats-là. Donc là, avec un psychologue qui pose des questions et qui passe 1 heure, 2 heures à essayer de travailler là-dessus. Et d'un autre côté, ils ont fait lire les CV des candidats à des recruteurs. Et ils ont demandé aux recruteurs 2 choses, ce qu'ils pensaient de la personnalité du candidat. Donc, ils avaient vu uniquement le CV du candidat à travers des questionnaires qu'ils avaient élaborés. Et deuxième chose, si les recruteurs souhaitaient voir les candidats en entretien. Donc, au final, pour un seul candidat, les chercheurs, ils avaient 3 informations. Sa personnalité évaluée par un psychologue, sa personnalité évaluée par le recruteur par l'intermédiaire du CV, et on va dire le score de recrutement selon le recruteur. Et alors là, c'est assez intéressant parce que on se rend compte dans cette étude-là, les chercheurs se sont rendus compte que la personnalité réelle du candidat représentait seulement 5% alors, de la variance dans sa désirabilité au niveau du recrutement. Donc, c'est quasiment, en gros, la personnalité ne changeait rien sur la capacité de la personne à être recrutée ou pas. En tout cas, dans cette phase du processus de recrutement. La suite n'a pas été étudiée. Enfin, après, il y a sûrement des études qui regardent sur les entretiens. Là, je ne parle pas de ça, je parle uniquement du CV. Par contre, la personnalité du candidat telle qu'elle était évaluée par le recruteur, donc, elle représentait 50% de la variance dans sa désirabilité. Voilà, donc il y a des mots un peu techniques, mais autrement dit, les recruteurs accordent de l'importance à la personnalité quand ils lisent un CV notamment, mais ils se trompent dans leur interprétation. Voilà, je pense que c'est un peu ça qu'on peut retenir globalement de tout ça. Alors, évidemment, on est dans une situation un peu délicate parce qu'on se retrouve limite dans un espèce de jeu de dupes. On sait que les recruteurs se trompent dans leur interprétation, en tout cas à ce stade-là. Et bien souvent, c'est en toute bonne foi. Ils ont l'impression ils font ce qu'ils peuvent et ils n'ont probablement pas assez d'infos, ils ont des biais, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de trop bien fonctionner. Et là, nous, ce qu'on est en train de voir, c'est on va voir justement comment rédiger un CV pour prendre en compte aussi ces biais-là, entre guillemets. Donc, on est dans une situation qui est un peu bizarre. Évidemment, le mieux, c'est de pouvoir bien se parler et bien se comprendre. Mais on a ce processus de recrutement là, avec un CV, avec une lettre de motivation intermédiaire, où on a des mauvaises interprétations potentiellement de part et d'autre. Donc, moi, s'il y a quand même un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est essayez surtout pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que même quand on passe des tests, des fois on peut passer des tests en ligne, des tests de personnalité, etc., on peut souvent les gruger, ces tests-là. Et au final, c'est probablement dommageable parce que on va s'en rendre compte et ça va créer des situations qui seront compliquées à terme. Même si sur les principes des tests psychologiques, il y a plein de choses à dire dans le domaine du recrutement. Et notamment, une bonne partie ne sont pas fiables en fait. Enfin, il y a la fiabilité même des tests. Ça peut être un outil pour aider de support à la discussion, mais il y a des entreprises qui s'en servent uniquement comme d'un tampon qui valide quelque chose ou pas. Et en fait, ils ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas été conçus pour être un descriptif de la réalité. Ça donne une indication, mais c'est aucunement une preuve en fait. C'est pas une science. Exactement. Ouais. Alors, comment fonctionnent les recruteurs? Donc, il y a aussi, je vous ai parlé de cette étude qui montre juste qu'il y a un écart entre l'interprétation et la personnalité quand elle est étudiée de manière un peu plus fine.
Il n'empêche qu'il y a quand même… Alors, attendez, hop, il n'empêche qu'il y a quand même… excusez-moi, j'ai un truc qui s'est lancé là. Hop, c'est reparti, je peux. Alors, il y a plein d'autres études qui ont quand même juste regardé, sans voir le différentiel entre l'interprétation ou pas, qui ont regardé comment, à la lecture d'un CV, quels traits de caractère sont déduits à partir des différents éléments d'un CV. Donc, l'idée, c'est souvent, ces études, ça fonctionne un peu de cette manière-là. Ils font lire un ensemble de… Ils font lire des CV à des recruteurs et ils leur demandent ce qu'ils déduisent des différentes parties du CV. Par exemple, voilà, là, il est marqué que la personne a été capitaine de l'équipe de foot. Est-ce que pour vous, ça déduit une qualité de leadership? Est-ce que ça déduit une qualité de compétence en mathématiques, en expression orale, en tout ça, tout ça? Donc, il y a toute une liste pour chaque élément. Et dernière chose, est-ce que vous verriez ce candidat en entretien? Donc, ça permet d'identifier deux choses, une relation entre un trait psychologique et une info rédigée sur un CV, donc capitaine d'équipe de foot égale leadership, mais par contre, ce n'est pas égal à mathématiques, rien à voir. Et puis, ça permet aussi d'identifier les qualités qui semblent mener à un entretien d'embauche. Donc ça, les recruteurs ne disent pas « je l'ai choisi parce qu'il avait l'air bon en maths et plutôt sympa », mais à partir des différentes données qu'ils ont données, enfin, des différentes infos qu'ils ont données, on pourra le déduire. Donc là, par exemple, alors c'est juste un exemple d'un tableau de relation entre différents éléments d'un CV et les qualités qui en sont déduites. Alors ça, c'est issu d'un article, je vous mets le lien ici, dans le chat. Hop, donc le tableau est dans l'étude, hein, si vous ne le lisez pas tout à fait. Donc là, par exemple, il y a une ligne, c'est diplôme en lien avec l'emploi. Alors là, c'est pour un poste de comptable. Voilà. Il y a dans la même étude, ils font aussi pour un poste de commercial et ce n'est pas tout à fait les mêmes résultats, c'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, si le diplôme est en lien avec l'emploi, donc là, c'est un emploi de comptable, alors le recruteur estime que la personne a des compétences en maths, a des qualités en maths. Bon, alors là, on sort un tout petit peu des qualités. Enfin, maths, ça peut être… c'est pas forcément que de la compétence technique. Voilà. Donc, on a tout un ensemble d'éléments comme ça dans le CV. Et au final, si on regarde principalement les grands traits de caractère qui sont jugés utiles pour un recrutement, en fait, on en a en gros 3. C'est la conscienciosité, l'extraversion et l'ouverture aux expériences. Voilà, on va dire grosso modo. Alors, la conscienciosité, c'est le caractère, on va dire, de celui qui est consciencieux, donc qui fait en sorte de faire des choses précises, qui termine ce qu'il fait, qui a un travail clair, qui est fiable aussi. En gros, enfin, le collègue idéal, c'est le collègue consciencieux, en fait. Donc, ça semble un peu évident que quelqu'un qui a l'air de faire un travail consciencieux, soigné, etc., on a envie de le recruter. C'est un peu… mais c'est quand même ça le principal trait de caractère. L'autre, c'est l'extraversion et le troisième, c'est l'ouverture aux expériences. Alors, comment on déduit comment les recruteurs, d'après ces études, déduisent la conscienciosité? Ça va être notamment dans la précision de ce qui est indiqué dans le CV. Donc, ça va être des éléments factuels, des éléments précis, alors des chiffres. C'est une des raisons principales, ce n'est pas la seule, mais c'est quand même une des principales raisons aussi pour laquelle on dit que c'est souvent pertinent de mettre des chiffres dans un CV, c'est que ça renvoie une image de quelqu'un qui sait de quoi il parle, il est précis, il a une bonne mémoire de tout ce qu'il a fait et il s'en souvient et c'est important. Voilà, donc si vous mettez des chiffres, ça renvoie en fait cette image de quelqu'un qui est consciencieux. Toutes les compétences en mathématiques, en statistiques, alors en leadership aussi, sont interprétées comme de la conscienciosité. Alors, je ne suis pas sûr de faire le lien moi-même, mais bon, a priori, c'est ça. Une présentation claire, notamment sur le CV, c'est aussi un signe de conscienciosité. Voilà, il s'attache à ce que ses productions soient lisibles et claires. L'orthographe, enfin l'absence de faute d'orthographe, est une preuve de conscienciosité. Et alors, c'est même celle qui a la plus forte corrélation avec la conscienciosité, l'absence de faute d'orthographe. Voilà, s'il y a des fautes d'orthographe, ça veut tout de suite dire brouillon. C'est quelqu'un qui est un peu brouillon. Ouais. Et en fait, il n'y a pas que
qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une interprétation uniquement sur l'orthographe. Une faute d'orthographe, ça ne veut pas juste dire que la personne fait des fautes d'orthographe. Ça veut dire qu'elle est un peu brouillonne, d'une manière générale. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui vont avoir une compréhension un peu différente. Mais ici, c'est vraiment c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Une faute d'orthographe, ça ne renvoie pas juste à quelqu'un qui n'est pas bon en orthographe. Ça va un peu. Sur l'extraversion et l'ouverture aux autres, l'ouverture aux expériences, pardon, je les ai mis un peu ensemble parce que les preuves sont souvent les mêmes. C'est tout ce qui est rôle associatif, responsabilité dans les associations et bien sûr dans le monde professionnel, tous les rôles de management ou de leadership, que ce soit professionnel ou non. C'est-à-dire qu'on peut avoir le capitaine de l'équipe de foot, il dénote une capacité de leadership, même si c'était dans une équipe de foot. Alors évidemment, plus on est expérimenté, plus on est avancé dans sa carrière, plus on va pouvoir mettre en avant ces qualités-là dans le monde professionnel. Là où quand on débute, on va plutôt les démontrer grâce à d'autres implications que celles dans le monde professionnel parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir des responsabilités encore. Et alors, il y a une dernière chose quand même qui est intéressante, elle était présente sur le tableau d'avant, mais c'est la motivation. Et alors, un truc rigolo, c'est que la motivation, elle est implicite en fait dans chaque contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors on peut très bien dire quelque part je suis motivé, etc. On peut essayer de trouver une explication, donc ça c'est très bien. Mais il y a aussi le simple nombre de choses que vous avez faites, la multiplicité des choses que vous avez faites sont souvent, attention, souvent, des preuves de motivation. Des éléments qui montrent que vous avez envie de faire plein de choses. Excusez-moi, oui. Jérémy, l'abnégation, moi, j'ai eu un résultat pour un poste de secrétaire de rédaction. On m'avait dit que j'étais déterminé, j'avais de l'abnégation. Ça veut dire quoi, ça, l'abnégation? Alors, l'abnégation, c'est que tu fais les choses envers et contre tout. Enfin, tu es capable de persévérer dans la difficulté. Oui, je ne lâche pas, quoi. Ouais, tu lâches, tu es pugnace. Alors, oui. Ça, alors, voilà. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a certaines… Opiniâtre même, opiniâtre, je dirais. Ouais. Il y a certaines… il y a plein de qualités comme ça qui ne sont pas déduites automatiquement d'un CV. Ou en tout cas, les études qui ont été faites ne nous permettent pas de le dire. Peut-être que ça se ressent, mais on va voir justement après comment on peut aller au-delà de ces grands traits de caractère, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Parce que juste après, on va passer sur comment on les indique justement dans les différentes rubriques du CV. On va aller plonger un peu plus dans le détail. Là, on a vu comment les recruteurs interprétaient ces différents éléments, et puis là, on va aller dans les différentes rubriques du CV. Il y avait une question, je crois. Est-ce que les soft skills peuvent vraiment être identifiés étant donné qu'il n'y a plus d'entretien physique et qu'il semble que c'était le moment où ils étaient identifiés? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, il y a quand même une bonne partie est interprétée sur le parcours. Je pense quand même qu'en entretien, Zoom, etc., il y a moyen de faire transparaître plein de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup le non-verbal qui s'exprime. Enfin, sûrement, en fait, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quand même moyen, ça se transmet quand même pas mal. D'ailleurs, l'étude a été faite entre juillet et septembre 2020, donc je ne sais pas, non, il ne parlait pas d'avoir pris en compte les effets du confinement et des choses comme ça. Pourtant, il y a dû y avoir des choses. Une question, est-ce que le fait de changer de secteur d'activité est perçu positivement ou pas par les recruteurs? Eh bien là, j'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire, là, je pense que souvent, c'est comment tu le justifies, comment tu l'expliques. Est-ce que ça fait bizarre ou pas? Ça, c'est vraiment… ça dépend vraiment de ton parcours. Enfin, si tu as changé 10 fois de secteur d'activité, que tu es dans un 11e et que tu dis que tu vas t'impliquer pendant 15 ans dans la boîte, là, on va avoir du mal à te croire. Par contre, si c'est juste un changement… ouais, je vais passer du secteur bancaire et financier au secteur institutionnel. Voilà, tout changement se justifie. Hein. Et après, ce qui est intéressant dans ce genre de changement, c'est ce que tu peux apporter par rapport à ta culture initiale, on va dire, la culture de ton ancien environnement. Qu'est-ce que tu peux apporter dans le nouvel environnement? C'est plus ça que j'aurais tendance à essayer de valoriser. Et puis, autre chose à faire, c'est travailler sur les peurs ou les risques perçus
Voilà, tu viens du secteur bancaire, tu vas dans l'institutionnel, alors comment le secteur bancaire est-il perçu et comment tu peux neutraliser cette mauvaise perception. Donc, d'un côté, valoriser ce qui est positif, ce que tu peux apporter, et d'un autre côté, neutraliser ce qui peut être mal perçu. Et ça, voilà, tu peux le faire sur le CV dans les lettres de motivation et en entretien, il y a plein d'endroits où tu peux le faire. Alors, dans le CV, on va commencer. Comment, justement, maintenant, on va mettre les soft skills de manière toujours un peu implicite et subliminale. On ne va pas encore en parler de manière explicite, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est comme ça et comme ça. Pour l'instant, c'est encore implicite. Alors, les expériences pro, d'une manière générale, sur le CV, c'est là que se passe la majorité des choses. Alors, les éléments de preuve dans un CV, c'est la majorité dans les expériences. Je crois que quand on regarde la liste des items d'un CV, là, dans les études dont je vous parlais, donc est-ce que la personne a eu telle ou telle chose dans sa vie, quasiment tout, enfin, plus de la moitié se trouve dans les expériences. Donc, c'est plus de 50%, je crois, des éléments de preuve. Une autre chose qui est importante, ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais j'en parle maintenant, du coup, ça, c'est bien, c'est de faire en sorte que l'expérience mentionnée soit en adéquation avec le poste visé. Pourquoi ce que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, là, il y avait deux tableaux. Il y avait un tableau quand on recrutait un comptable et un tableau quand on recrute un commercial. Je ne vous ai pas montré le deuxième tableau commercial et les scores diffèrent en fait. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai des bonnes compétences, d'après mon CV, j'ai des bonnes qualités en mathématiques, elles n'auront aucune incidence ou très peu si je suis recruté pour un poste de commercial. Ça ne change rien, quasiment rien. Alors, Alexandra n'est pas d'accord. Je te parle d'une étude qui regardait justement recrutement d'un comptable, recrutement d'un machin. J'ai dit quoi? J'ai dit commercial et maths, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Bah, écoute, voilà. Parce que comptable et maths, là, c'est l'inverse. Là, les deux sont fortement corrélés. Tout ça juste pour dire qu'il y a certaines qualités. Alors, ouais. Certes, je finis mon idée, puis après je reviens sur le hochement de tête d'Alexandra, parce qu'il y a des choses à en retirer. Certaines qualités sont perçues comme pertinentes par les recruteurs et d'autres non. Voilà. Alors, Alexandra, est-ce que tu veux nous dire si tu connais dans ce que je disais ou pas? Pardon, je mets un peu de temps à activer mon micro, mais Pas de souci. si, pour un poste de commercial, il y a obligatoirement l'analyse des chiffres et tout ça. Donc, maths et commerce, quand même, ça va ensemble. Ouais. Alors là, je pense qu'on n'était pas forcément dans le type d'un recrutement justement de personnes qui analysent. C'était plutôt celui qui est au contact direct du client et qui n'est pas en mode analyse. Mais tout à fait. Et en plus, et même quand bien même ce serait ce type de poste, il faut toujours aussi évidemment se méfier des recherches et qui se passent toujours dans un certain contexte et du coup qui ne s'appliquent pas forcément à tous les contextes. D'accord? Donc c'est pour ça que là, tout ce que je dis là, d'ailleurs, d'habitude je le dis en introduction, mais c'est les recherches se font toujours dans un contexte. On ne peut pas faire une étude dans tous les contextes du monde et en tirer des généralités. Donc, la plupart du temps, on aboutit à des conclusions quand, dans des contextes assez variés, on a à peu près des situations similaires, mais ce n'est pas systématiquement, enfin, on peut jamais tirer une généralité. Un exemple qui m'avait frappé, c'était, il y avait une étude réalisée en 2012 sur la mention des implications dans les associations caritatives sur le CV. Est-ce que c'est bien ou pas bien de mettre qu'on est impliqué dans les associations caritatives? Et grosso modo, c'était un tout petit peu positif, c'est-à-dire que ça avait l'air d'avoir un tout petit effet positif, sauf chez une population qui était les jeunes diplômés en informatique, en Île-de-France. Alors voilà, c'était un sous-ensemble très, très particulier. Et alors là, les chercheurs n'expliquent pas forcément ça, mais ils disent peut-être que là, on sort du stéréotype de l'informaticien, qui est plutôt perçu comme introverti, et du coup, les recruteurs se disent, tiens, il va être trop différent des autres dans l'équipe. Et donc, perception, en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, la plupart du temps, c'est plutôt positif. Mais là, dans un contexte particulier, ça marche moins.
ça ne marche pas bien. Donc, toujours, effectivement, mettre voilà, les apprentissages qu'on a, ça va être, si on n'a pas plus d'infos par rapport à notre propre contexte, on peut partir de cette base-là, mais après, ça va être les confronter à la réalité quand on envoie son CV, si on sent qu'une chose qui nous semblait valide, on l'a faite, et en fait, ça a l'air de nous causer du tort, et ben, on le remet en cause. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je disais juste qu'on va essayer de faire en sorte d'indiquer des expériences qui sont liées au poste qu'on vise. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mon parcours, il est ce qu'il est, je ne peux pas le changer. Eh ben, on peut changer comment on en parle. Certes, vous avez eu tel ou tel job, mais vous pouvez en parler de plein de manières différentes. Et donc, alors, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être dans l'intitulé même du poste. C'est-à-dire qu'on a souvent un intitulé un peu officiel, c'est celui qu'on a sur la fiche de paie, etc., et qui assez vite, j'en sais rien, mais ça dépend des métiers, mais qui peut assez vite dévier du travail réel qu'on fait. Et donc, dans ce cas-là, rien ne nous empêche de changer l'intitulé du poste. Il n'y a pas une loi qui dit sur le CV, vous devez mettre l'intitulé qui correspond à votre fiche de paie. Par contre, on va essayer de mettre un intitulé qui décrit au mieux la réalité du métier. Donc, on peut faire ça. Déjà, on peut se dire, on peut avoir de la souplesse par rapport au poste qu'on a fait si le contenu de notre métier était différent de son titre réel. Une autre manière aussi, c'est de rajouter des éléments de précision même dans le titre. C'est-à-dire, on va, par exemple, si on était manager, mais qu'on n'a pas passé une bonne partie de notre temps sur de la formation et qu'on vise un poste de formateur, par exemple, et bien on va mettre formateur et manager d'équipe en titre de poste. Et en dessous, dans la description de notre expérience, on va peut-être préciser, si on n'est pas super à l'aise avec ça, on peut préciser, en tant que manager, je passais 30% à faire de la formation auprès de mes équipes. Et là, on va principalement détailler les expériences de formation. Ce qui fait que sur une expérience de manager où je faisais que 30% de temps de formation, en fait, je vais prendre tout l'espace pour décrire ce que je faisais en termes de formation. Et du coup, qui va pouvoir répondre à ce qui est plutôt demandé dans l'offre d'emploi. Plutôt que de décrire tous mes postes de management, toutes mes responsabilités de manager qui n'avaient pas forcément beaucoup à voir, qui n'ont pas forcément beaucoup à voir avec le poste que je vise. Donc, c'est là où on peut essayer de changer la manière dont on présente son poste pour qu'il colle un peu plus à l'annonce. Alors, si un peu quand même, car quand on doit justifier par un certificat de travail l'expérience. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est vrai qu'il y a certaines boîtes qui demandent les certificats de travail. Alors, ça dépend quand est-ce qu'ils le demandent, si c'est avant ou après, en phase d'entretien. Et ça n'empêche pas, en fait, de quand même... Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir. C'est-à-dire que je suis en train de dire qu'il faut... on donne un éclairage et on explique que c'est un éclairage. C'est-à-dire, quand je dis on mettait, par exemple, formateur et responsable d'équipe ou manager d'équipe, en dessous, quand on décrit le contenu de son poste, on précise ça. On précise, j'étais en tant que manager d'équipe, je passais une partie de mon temps à blablabla. Ou toute autre formulation qui vous semble utile ou pertinente. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez montrer des compétences qui sont vraiment, qui intéressent vraiment le recruteur. Tandis que si vous vous contentez de décrire tout ce que vous faisiez en tant que manager, il y aura plein de choses, d'éléments parasites en fait. En gros, on ne peut pas tout raconter. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait des bilans de compétences, mais ça prend 10 ou 15 pages des bilans de compétences. Et pourtant, ça présente à peu près tout ce qu'on a fait. Donc, on n'envoie pas un document de 10 ou 15 pages, on fait un résumé. Enfin, c'est même pas un résumé, c'est un éclairage de CV. C'est un éclairage bien particulier pour montrer, regardez ce que vous demandez, en fait, je sais le faire. Alors, sur les expériences, donc ça, voilà, déjà, faire en sorte que ce soit orienté par rapport au poste qu'on vise. Après, évidemment, alors ça, c'est des choses qu'on voit dans les conseils un peu classiques, mais mentionner ses rôles de leadership, évidemment, ça permet de montrer que soi-même, on a des capacités de leadership, qu'on a de l'aisance relationnelle. En fait, en tout cas, c'est ça que ça démontre, que ce soit vrai ou pas, on ne sait pas, mais c'est comme ça que c'est interprété. Juste le fait de dire que vous avez été leader d'une équipe, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la communication avec les autres. Même si vous êtes tout introverti et tout ça, c'est comme ça que c'est interprété.
Et évidemment, alors donc voilà, ça, et évidemment les données chiffrées qui permettent vraiment de mettre en valeur votre aspect consciencieux. Alors, pas que, ce n'est pas le seul intérêt des chiffres, hein, mais quand même, c'est un des gros intérêts. Alors, voilà juste un exemple d'une expérience. Pourquoi ça, je ne sais pas. Donc, ça, c'est une expérience initiale, telle qu'elle était rédigée. Donc, responsable RH, mission, appliquer la politique RH définie avec la direction en manageant une équipe de 3 personnes. Là, je prends une expérience qui était vraiment comme ça, et après, on l'a retravaillée pour faire autre chose. Arbitrage et remontée des données RH et financières au siège pour création d'un plan de formation, optimisation de procédures de recrutement, travail sur la mobilité interne, cartographie des métiers et organisation de groupes de travail. Voilà. Au final, si on applique quelques-uns des conseils, ça donne quelque chose qui ressemble plus à ça. Mission, appliquer la politique RH définie avec la direction en manageant une équipe de 3 personnes. Même chose. On rajoute un petit côté 0% de turnover dans mon équipe en 4 ans. Vous voyez, ça ne prend pas plus de hauteur de ligne, on va dire, on a 2 lignes, mais là, on a rajouté de l'info qui montre plein de choses. Voilà. Optimisation des procédures de recrutement en RH, gain de 3 semaines par an sur les entretiens annuels, moins 30% de traitement sur l'administration du personnel, 3 semaines par an gagnées sur les entretiens annuels. Augmentation de plus 18% en 2 ans de la mobilité interne grâce à un travail sur la mobilité et la cartographie des métiers, 200 métiers, consultation de 40 référentiels internationaux, organisation et animation de 8 groupes de travail. Et on a rajouté une dernière ligne, intervention occasionnelle de parents dans des conférences RH en français ou en anglais, entre parenthèses, prise de parole en plénière devant 600 personnes, table ronde, animation d'atelier. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas la même personne là quand on a les 2 expériences. On n'a pas le même ressenti. Pourtant, c'est la même personne. Hein. mais là, il y en a une qui a l'air beaucoup plus carrée. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas l'air sérieuse ou compétente et tout ça. Ça a l'air de correspondre plus ou moins à ce que j'attends d'un responsable RH. Mais c'est plutôt que la deuxième. On se dit, wow, c'est sérieux, c'est carré, elle sait ce qu'elle fait, c'est précis. Et alors la dernière, on a rajouté une petite ligne pour montrer plutôt de la capacité de l'aisance à l'oral. Voilà, c'était sur les interventions en plénière, etc. Là, c'était juste pour mettre ça en avant. Voilà sur les expériences pro. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que je regarde un petit peu les chats? Est-ce que la communication orale, elle prend beaucoup d'importance dans un entretien d'embauche? Justement, ce que tu viens de dire là. En pourcentage. Alors, je pense, je ne sais pas. Mais à mon avis, si tu parles bien en entretien, ça se passe mieux. Oui, c'est bien. Ton entretien se passera mieux. Bien sûr. Mais alors après, encore une fois, moi, sur la partie entretien, je n'ai pas regardé ça dans le détail. Donc, je ne sais pas exactement comment l'interprétation se fait en entretien par rapport à tout ça. OK, je continue alors sur la petite formation. Alors, la partie formation, on va avoir le même conseil qu'avant, hein, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que la formation soit le plus en adéquation possible avec le poste qu'on vise. Donc là, c'est un peu les mêmes conseils. Est-ce qu'on peut changer le titre des formations? Là, c'est plus dur parce qu'elles ont un titre souvent très précis et qui est déjà souvent identifié. Cependant, on peut quand même décrire à l'intérieur des formations un petit peu certains détails, voilà, certains cours qui ont été suivis, qui ne sont pas forcément explicites dans le titre de la formation, ou pour renforcer quelque chose qu'on demande dans l'offre, dans le poste visé. Des cours ou des mémoires qu'on a pu rédiger, voilà, qui peuvent être intéressants. Alors là, je vous montre un petit exemple d'une reformulation. Donc là, c'est toujours le même exemple de CV. Hein. Donc, il y avait 2 parties sur la formation, Master RH et droit social, subdivisé en 2, Master 2, Master 1, et une formation continue. Voilà. Ce qu'on a juste fait, c'est on a gardé Master RH et droit social en mentionnant les 2 masters. On a juste rajouté en dessous, projet en 2010, organisation d'une table ronde sur la mobilité interne des cadres à l'étranger, voilà, avec des DRH de grands groupes, 200 participants. Donc là, ça dénote 2 choses, plutôt l'aspect gestion de projet et puis en fait surtout la compétence métier sur la mobilité interne. C'était ça qui était intéressant là-dedans. Mais du coup, on peut quand même se rapprocher si on a des contenus pertinents. Après, peut-être qu'on n'a rien et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire. Et le deuxième chose qu'on a faite ici, c'était tout bête, mais c'était plutôt que d'intituler uniquement la sous-rubrique formation continue, on l'a intitulé RH et leadership, formation continue. Voilà.
C'est tout bête, mais ça permet de remettre le côté chef d'équipe, etc. Et RH, bien sûr. Et les MOOC, bien sûr, oui, les MOOC, bien sûr, se rentrent dans la partie formation continue. Avec tout ça, le CV ne sera plus sur une page, me dit-on, me souffle-t-on sur le chat. Eh bien, c'est possible. Tout à fait. Alors, c'est possible, sauf que si on sélectionne uniquement les contenus qui sont pertinents, on va pouvoir en supprimer certains. Voilà. Et autre chose, CV sur une page, j'ai envie de dire, pourquoi faut-il un CV sur une page? Et il n'y a pas de réponse. Alors, c'est la question. Je vous renvoie sur le blog de Ubuzz, donc c'est sur blog.ubuzz.com. Justement, j'ai regardé un petit peu toutes les études, CV une page, deux pages, et il n'y a pas de règle particulière en fait sur le CV. Voilà, le CV une page ou deux, ce qu'en disent les études. Il n'y a pas de règle sur il faut que le CV fasse une page ou pas. Dans certaines situations, ça a l'air d'être plutôt une. Dans certaines autres situations, c'est plutôt deux. Ce n'est pas forcément en fonction de l'âge, en fonction de l'expérience. Donc, par contre, ce qu'on sait vraiment, c'est qu'avoir des contenus qui correspondent à ce qu'attendent le recruteur, ça a un vrai impact, ça a une vraie incidence. Donc, j'ai plutôt tendance, moi, à conseiller à dire faisons un CV qui répond vraiment à ce qu'attend l'entreprise, à ses besoins. Et après, on essaie de voir la taille que ça prend. Alors, au-dessus de 2 pages, c'est-à-dire à partir de 3, là, ça commence à être gênant. Mais 1 ou 2, ça ne change pas grand-chose. Et il faut savoir que quand on pose la question sous forme de questionnaire, c'est un peu ce que je dis dans cet article, mais quand on pose la question aux recruteurs, on leur demande « Vous préférez un CV sur une page ou deux ?» Ils disent « Je préfère un CV sur une page. » Mais après, si on leur envoie une pile de CV et on regarde lesquels ils choisissent, c'est là où il y a plus de, c'est là où les preuves sont noyées. Il n'y a pas de preuve de l'un ou de l'autre. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous préférez? Vous pourrez lui faire plaisir, mais ne pas être choisi, ou être choisi. Donc je pense qu'il vaut mieux être plutôt se dire on fait attention à ne pas en avoir une ou deux, c'est pas grave. Alors après, quelqu'un dit l'APEC conseille 2 pages maximum, bah voilà, comme moi. A priori, 3, ça a l'air moins bien. Après, il y a toujours une chose, hein, si votre CV marche bien, vous envoie en entretien et vous envoie en entretien dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que ensuite la conversation et plus se passe bien, et ben, votre CV est bien en fait. Il faut arrêter de travailler dessus. Hein. Donc si on essaye d'améliorer son CV, c'est soit parce qu'on n'arrive pas à avoir d'entretien et on se rend compte qu'on passe à côté de choses alors qu'on correspond, ou soit parce qu'on arrive en entretien et qu'on est obligé de ramer sur certains aspects parce qu'ils ont compris des choses de travers ou qu'on n'a pas envie qu'ils les comprennent comme ça. Et dans ce cas-là, on va essayer de rechanger son CV pour qu'il corresponde, pour qu'il nous emmène dans un bon entretien. 2 pages, moi je dirais que c'est plutôt pour quelqu'un qui est expérimenté senior, non? Non, on en a déjà parlé la semaine dernière. Oui, mais je sais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que. Ah ben j'y peux rien, moi. Ah, mais moi je me base sur le livre. Tu sais, le livre dont je t'ai parlé la semaine dernière, là. Ah, il n'est pas bien. D'une collègue de ma cousine aveyronnaise DRH de Brico Privé qui a fait le bouquin qui s'appelle, je vais le remontrer à tout le monde. Mais justement, pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Regarde les exemples de CV qu'il y a à l'intérieur, c'est que des CV hyper graphiques avec des photos de top modèles de l'intérieur et le contenu du CV. Ouais. Et le contenu, regarde le contenu des CV dedans. Comment ils sont rédigés, il n'y a pas de vrai contenu. Donc, c'est juste une galerie de jolis CV. C'est vrai que c'est joli, ça donne envie. Hein. Oui, il y a un très bel habillage, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais donc, si on creuse vraiment, comme tu dis, ce n'est pas un bon bouquin. Voilà. Donc, va lire cet article, je te le recommande. Parce que là, je regarde. En fait, on peut avoir des opinions, mais à un moment, moi j'adore, hein, mais les opinions, j'ai aucun souci avec. Mais à un moment, on va voir qu'on fait comment on essaye de comprendre vraiment ça. Parce que sur ce bouquin, c'est vrai que c'est vraiment tranché là-dessus. Ils mettent les CV expérimentés sur 2 pages et les juniors sur 1 page. C'est pas la réalité, d'après ce que tu dis. C'est pas la réalité. En fait, on n'en sait rien. Donc, on peut dire ça, mais il y a dans certains protocoles expérimentaux, les CV de jeunes diplômés sur 2 pages marchaient mieux que les CV de jeunes diplômés sur 1 page. Bon. C'est tout ce que je peux dire en fait à ce stade. Moi, ma cousine, elle préfère qu'on fasse des CV sur 1 page. Mais bon. Oui, elle préfère.
Mais après, on regarde ces derniers recrutements et on verra. Enfin, et puis, ça correspondra peut-être que à elle. Parce qu'encore une fois, chacun a sa propre interprétation. Donc là, on peut parler que de… Après, c'est la question de la lisibilité aussi, peut-être, non? Ça fait partie des critères, mais si ta lisibilité, elle t'empêche, si tu supprimes des contenus qui semblent pertinents, qui sont utiles, qui pourraient déclencher un entretien parce que tu l'as voulu le faire passer sur une page, bon, c'est un problème, quoi. Okay. Alors, je crois que dans la formation, il n'y a que ça. Alors, les activités extra-professionnelles, ça sert principalement, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de montrer leadership, ouverture aux autres. Ça aura probablement peu d'impact si vous avez déjà une belle carrière de ce point de vue-là. Par contre, si vous êtes plutôt en début de carrière, ça peut être utile. Si vous avez une carrière un peu avancée, ça dénote d'autres choses. Ça dénote l'attachement à des causes, ça dénote peut-être un certain équilibre. Donc, ça veut pas dire qu'il faut les jeter, hein. Mais ça va être plus sur l'équilibre, on va dire l'équilibre personnel, que sur la partie leadership. Voilà. Mais ceci dit, l'équilibre, c'est quand même très important, hein. Donc, parce que, en gros, personne n'a envie de recruter un collègue qui sera déprimé. On ne se dit pas, ah, chouette, il va être déprimé, donc je vais le recruter. Donc, si tout ce qui nous permet de projeter qu'on est quelqu'un d'équilibré, c'est bon à prendre, quoi. Alors, mise en page et orthographe, voilà, ça c'est les deux autres éléments un petit peu hors contenu, mais qui sont interprétés comme des preuves de conscienciosité. Donc, on va essayer, alors sur la partie mise en page, en fait, on va essayer d'éviter justement tout ce qui est trop graphique. Ça fait partie des choses dommageables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des trucs moches, au contraire, il faut faire des trucs propres, on va dire. Mais si on est trop fantaisiste, alors graphiste, trop graphique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait, j'ai utilisé ce mot, mais si on va sur des polices trop fantaisistes, sur des couleurs ou même des formes qui sont peut-être trop fantaisistes, ça peut être dommageable. Alors après, encore une fois, ça dépend des contextes. Je pense qu'il y a certains contextes et ça dépend des recruteurs aussi. Mais d'une manière générale, on va essayer d'avoir une mise en page qui est claire, qui est propre, qui est lisible, qui est carrée, voilà. Et l'orthographe, évidemment, on va essayer d'éviter de faire des fautes. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais… Alors, en fait, comme pour tout, il n'y a rien qui est vraiment éliminatoire. En fait, c'est ça aussi, il faut se rendre compte là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a une ou deux fautes qui traînent que votre CV va être là. Ah non, ça c'est quelqu'un qui n'est pas consciencieux, paf. C'est vraiment un ensemble de petites… c'est une perception avec plein de touches, quoi, plein de petites parties. Donc tout ce que je vous dis là, c'est pas parce que vous n'avez pas mis d'activité extra pro ou ou même si votre CV ne colle pas tout à fait à l'annonce, des fois, ce n'est pas grave, en fait. Donc, tout ça, c'est si on veut avoir le truc nickel, parfait, et si on peut le faire. Des fois, on ne peut pas le faire et ce n'est pas très grave et ça peut quand même marcher. Donc là, on est vraiment en train de présenter un monde un peu idéal, quoi. Alors, hop. La photo d'identité. Alors, donc, une étude en 2014, il mesurait que, en gros, notre cerveau met 40 millisecondes à tirer des conclusions. On juge une personne en 40 millisecondes à partir de sa photo. Voilà. Et dans le milieu professionnel, attention, vous êtes prêts, on en déduit notamment des traits de compétence. Et oui, vous avez une tête compétente ou pas. Des traits de confiance en soi. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir confiance en lui ou en elle ou pas? Et des traits de caractère qu'on appelle d'agréabilité. Est-ce que vous avez l'air sympa? Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre cerveau pour de vrai. Après, à vous de voir si vous voulez utiliser ça ou pas. Donc, rien ne vous oblige à mettre une photo. C'est même interdit et illégal dans certains pays. Aux États-Unis, en Californie, par exemple, interdit de mettre une photo parce que ça peut être discriminatoire. Voilà, sauf qu'en France, ça ne l'est pas. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser en fait ce truc ou pas. Cet argument, on va dire, ou cet outil. Alors, c'est pareil, j'ai rédigé un article avec quelques conseils sur les photos de CV, justement, pour essayer de prendre en compte toutes les manières de faire une bonne photo. Donc, voilà, je vous renvoie un lien dans l'article, dans le chat, avec un ensemble de conseils pour faire une bonne photo. Et puis, alors, il y a un site aussi qui s'appelle PhotoFeeler, qui permet, en fait, vous postez votre photo et les gens vous disent ce qu'ils en pensent. Alors, attention, faut être prêt.
Et notamment, en fait, il y a l'aspect purement dating, mais il y a aussi des catégories business. La photo que je vous ai mise, c'est un extrait de ce site où on vous dit à quoi vous ressemblez, quoi. Donc bon, j'avoue, c'est un peu ce truc est gênant, mais bon, c'est comme ça. Je vous donne je vous livre ce que j'ai trouvé. Alors, on arrive maintenant sur la partie, ça fait déjà 1 heure, en fait, je me rends compte que c'est très long, mon truc. On arrive sur… Alors, si vous devez partir, je publierai cette présentation sur YouTube. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Après, probablement début de semaine prochaine, je pense. Et puis, si vous pouvez rester, bah, restez. Et puis, comme ça, on fait continuer la présentation. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, voilà, ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc là, on a vu un petit peu toutes les parties pour en parler de manière implicite sur son CV, enfin parler de ses soft skills de manière implicite. Donc évidemment, c'est certaines catégories de soft skills qui ont été étudiées par les chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a probablement d'autres qualités qui peuvent être déduites, j'en suis sûr, mais, et vous avez peut-être des idées d'ailleurs, mais là, moi, j'ai rien pour, voilà, j'ai aucune base pour vous en parler, quoi. Donc maintenant, on va voir comment on en parle concrètement, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur la partie purement implicite, interprétative? Okay. Comment on les positionne alors, les soft skills sur le CV? C'est bien dedans, justement. Ah, d'accord, c'est là. Voilà. Justement, là, c'était la partie subliminale. On les met un peu partout, dans la photo, dans le texte de description, dans la présentation, dans l'orthographe. Et là, maintenant, justement, on va en parler de manière explicite. Et donc, on va indiquer clairement, noir sur blanc, voilà, à quel point nous sommes des gens merveilleux. Donc, il y a une rubrique sur le CV qu'on utilise, que je vois assez peu utiliser, mais qui, pour moi, est très pratique. C'est, alors, que du buzz, on appelle ça la présentation. Voilà, c'est en gros un texte un peu libre. Là, je vous mets un exemple sur un profil du buzz où il est sur la gauche, ce qui permet d'avoir pas mal d'espace pour en parler. Ça, c'est un des formats que je trouve le plus intéressant parce qu'il permet vraiment d'avoir l'expérience, enfin, présentation du parcours avec l'expérience et formation, et un texte qui permet justement de mettre en valeur ses qualités personnelles. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2002, donc ça date un peu, mais bon, ça reste des mécanismes purement psychologiques, donc je pense que ça reste valide. Voilà. Qui étudiait l'impact, ce qu'on appelle des déclarations de compétences sur un CV. Donc, une déclaration de compétences, c'est je dis que je suis compétent dans tel domaine, et c'était principalement sur les soft skills. Hein, et j'explique pourquoi. Et donc là, un peu protocole de recherche, protocole d'étude, un peu comme tous les autres, c'est les chercheurs font lire des CV à des recruteurs. Alors sur le même CV, mais alors il y a un CV qui a une déclaration de compétences. Le même CV, mais sauf qu'en fait, il en a 2. Le même CV, il en a 3 déclarations de compétences, un autre qui en déclare 4, et un 5e CV qui ne fait pas cet exercice de déclaration de compétences. Voilà. Donc, on a tout le panel, on envoie ça à une centaine de recruteurs différents, et on est capable de dire au bout d'un moment, bah, tiens, le même parcours, même personne, même prénom, même nom, enfin, tout pareil, sauf que là, il y a une déclaration de compétences, là, il n'y en a pas. Quelle est la différence au final sur le score, la capacité de cette personne à aller en entretien? Exemple de déclaration de compétences qu'ils ont utilisé. Donc là, c'est ma traduction, c'était de l'anglais. Hein. Il y avait un sous-titre « Connaissance du marché » et j'explique comment j'ai une bonne connaissance du marché. Donc, je pense que c'était plutôt pour des commerciaux là. Constamment à l'écoute du marché, je lis régulièrement des magazines et revues professionnelles sur la vente et le marketing. Il est long celui-là, on va dire un peu long. Je visite aussi souvent des points de vente, supermarchés, petits commerces pour identifier les bonnes pratiques. L'année dernière, j'ai mené un projet de recherche intitulé « Qu'est-ce qui fait marcher les supermarchés? Un bon placement ou un bon produit ?» qui étudiait notamment les dynamiques de placement produit dans les magasins et leur impact sur les chiffres de vente. Ok, donc là, le mec, il nous dit, ou la fille, je suis bon, une bonne connaissance du marché. Autre exemple de déclaration de compétences sur les capacités d'organisation. Étant impliqué dans de nombreuses activités, j'ai appris à m'organiser pour utiliser mon temps de la manière la plus efficace possible. Cela me permet d'assurer un bon niveau de productivité tout en gérant simultanément plusieurs projets différents. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'ils ont testé là, dans cette fameuse étude. Donc, c'est typiquement le genre de déclaration qu'on peut utiliser sur ces soft skills. Et en fait, ce qui est assez intéressant,
c'est finalement que là, j'ai rien prouvé en fait. Là, sur les capacités, sur les qualités, ça ne prouve rien ce que j'ai dit. Je n'ai pas un certificat, je n'ai pas un test psychométrique qui dit que je sais m'organiser ou quoi que ce soit. Pourtant, ça suffit à ce que le recruteur y croit. Et, parce que ça semble plutôt logique en fait. Même si c'est pas parce que je suis appliqué dans plein d'activités que je suis bien organisé en fait. Mais je l'ai formulé d'une telle manière que ça a l'air d'être ça. Donc cette explication suffit en fait à ce que la personne se dise il est organisé ou il a une bonne connaissance du marché ou voilà, peu importe ce que vous mettez derrière. Donc oui, là ce qui est important, c'est qu'il ne suffit pas juste de la mentionner, il ne suffit pas juste de dire je suis motivé ou je suis bien organisé. C'est ce qui va avoir un impact sur le fait que l'autre y croit vraiment, c'est que vous expliquiez pourquoi vous êtes organisé et que ça ait du sens. Voilà, il y a une justification en fait. Alors, il y a un petit truc, c'est que j'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui se disent « Ok, mais ce genre de texte, c'est plutôt pour la lettre de motivation. Voilà, c'est là normalement que ça sert. La lettre de motivation sert à ça. » Alors, oui, c'est vrai. C'est généralement là qu'on va en parler. Après, on ne sait pas toujours, le problème de la lettre de motivation, c'est qu'on ne sait pas toujours si elle est lue. Et on va en parler juste après, on va voir si ces déclarations de compétences ont un impact positif sur la lecture de votre CV. Donc, du coup, moi, j'ai tendance à recommander, mais après, à chacun de tester et de voir ce qui passe, de mettre ces déclarations de compétences sur le CV. Éventuellement d'en mettre d'autres aussi sur la lettre de motivation, ça n'empêche pas. Mettre les mêmes, il faut faire attention, ou si on met les mêmes, on va essayer de les justifier d'une autre manière, voilà. De trouver une autre explication. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même pertinent de les mettre sur le CV, parce que ça apporte beaucoup, ça valorise votre CV en fait. Alors, par exemple, le fait de mentionner ces soft skills, ça améliore par exemple la mise en page de votre CV, ce qui est totalement improbable, mais justement, quand les CV qui ont ces mentions, quand on demande la question « Que pensez-vous de la mise en page de CV ?» Eh ben, les recruteurs ont tendance à préférer cette mise en page. Donc, c'est juste que ça donne une aura supplémentaire à votre CV en quelque sorte. Voilà. Pareil sur l'adéquation entre la personne et le job visé. Si vous mentionnez les soft skills, pouf, le recruteur a l'impression qu'il y a une meilleure adéquation entre vous et le poste visé. Alors, toujours selon cette étude. Et alors, il y a un autre truc qui était rigolo dans cette étude-là aussi, pareil, c'était, peu importe, en fait, on peut mentionner 2, 3 ou 4 qualités sur son CV comme ça. Ça ne change pas beaucoup le résultat final pour le recruteur. C'est-à-dire qu'il aura les mêmes impressions de qualité derrière que vous en mentionnez 2, 3 ou 4. 0, là, c'est moins bien, mais à partir de 2, c'est bien. Voilà. Donc, limite, moi, j'ai envie de dire, gardons-en que 2, et ça nous donne de l'espace pour dire d'autres choses, pour prouver d'autres choses. Et dernière chose, le simple fait de mentionner ces soft skills un petit peu de cette manière, donc de les mentionner de manière explicite, ça induit automatiquement, dans l'interprétation de la personne qui va lire votre CV, 3 autres qualités qui sont, a priori, vous êtes quelqu'un qui a des bonnes qualités de communication, a priori, vous êtes quelqu'un qui fait preuve de prise d'initiative, et a priori, vous êtes quelqu'un qui fait preuve de prise de responsabilité. Voilà. Donc ça, c'était un petit bonus supplémentaire qui est, voilà, le simple fait de le mentionner, ça dénote d'autres choses, quoi. Alors, sur du buzz, ça s'appelle description, ou présentation, je crois. Elle n'a pas de titre sur le CV, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là l'écran, mais elle n'a pas un intitulé particulier. Alors, je sais qu'on voit des fois des CV avec une partie soft skills. Et souvent, ce que je vois, moi, c'est juste un listing de ses qualités comportementales. Et du coup, là-dessus, je pense que ce n'est pas mauvais de les mentionner, mais je ne suis pas sûr que ça apporte énormément. Enfin, je n'ai aucune preuve. Hein. Mais là, par contre, ce que je peux plus vous dire, c'est que le fait de les mentionner, de les expliciter, enfin, de les justifier, là, par contre, ça a l'air d'apporter vraiment quelque chose.
le fait de juste lister 6 ou 7 soft skills, est-ce que ça a vraiment de l'impact? C'est possible, mais je ne sais pas. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, c'est dans l'icône présentation. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une autre manière de les présenter de manière explicite, c'est au sein d'une expérience. C'est-à-dire, alors je n'ai pas fait de slide dessus, d'ailleurs, je pensais l'avoir fait. Ah, mais non, j'en parle juste après. Ok, j'ai compris, je me souviens. Je vais en parler en parlant des capacités d'adaptation, justement. Mais ce sera vrai pour d'autres, pour toutes les soft skills. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formulation explicite? Quel est l'impact des niveaux de compétences dans le CV? Le fait d'indiquer son niveau de compétence avec des petites étoiles ou des choses comme ça. Franchement, je ne sais pas. Vous voyez, des fois, il y a des CV, on met une petite jauge, on dit ouais, je suis très très bon dans tel ou tel domaine. Et là, en fait, c'est plutôt du déclaratif. Donc, il n'y a aucune preuve. En fait, il y a aucune preuve vraiment que vous êtes compétent ou pas là-dedans. C'est votre propre jugement. Donc, vous n'avez pas la même échelle de valeur que le recruteur. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce n'est pas très utile, même si c'est disponible sur Udemy, parce qu'il y a certaines personnes qui le veulent. Ce qui va vraiment être utile pour démontrer une compétence, c'est de la montrer en situation. Donc là, ce qu'on a fait là, sur la déclaration explicite des soft skills, c'est qu'on explique, on explique pourquoi on a cette qualité-là et comment on l'a mis en œuvre. Voilà, là, j'ai plein d'activités, je suis impliqué dans plein d'activités, dans 12 associations, dans plein de trucs. Donc, je suis obligé d'être hyper organisé, sinon ça ne marche pas. OK. C'est une bonne explication, ça me suffit. Mais je l'ai expliqué. Et pareil sur les compétences métiers. Enfin, voilà, j'ai été ingénieur pendant 12 ans. J'ai travaillé sur la refonte en Java du système d'information chez Dassault. Je ne sais rien. Et j'étais chef d'équipe sur tel sujet. Et là, du coup, OK, on voit, on a une entreprise renommée, on a une certaine durée, on a des éléments qui nous permettent de valider que vous êtes bon en Java, entre guillemets. Si vous mettez juste Java 4 étoiles ou Java 5 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire pour le recruteur et qu'est-ce que ça veut dire pour le candidat? En fait, c'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord. Donc, les compétences s'expriment toujours dans un contexte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on les valorise. Dans l'étude de l'APEC là, que je mentionnais au tout début, il parle justement de comment les compétences sont interprétées dans les recrutements, les compétences métiers, du coup, techniques. Et on le voyait, c'était principalement dans le parcours. À 75%, je crois que c'était soit sous 76, dans le parcours du candidat, donc dans ce qu'il a fait, pas dans son listing de compétences. Alors, juste un petit mot sur les capacités d'adaptation, et je crois qu'on est à la fin. Excusez-moi. Oui. Oui, c'est là dans le coup parce que moi, c'est mon cas. J'ai des expériences qui n'ont pas rapport avec le poste que je vise, mais qui m'apportent certains, justement, de l'autonomie. Donc, c'est dans ces cas-là, sur la présentation, que je peux mettre ça. Adapter les soft skills à d'autres expériences que je n'ai pas mis dans mon CV parce là, que ça dépendra un petit peu. Ouais, en fait, ça dépendra un petit peu de ce que vous pouvez déjà mettre dans vos expériences, qui prouvent les compétences ce qu'il y a, métiers, c'est que voilà, c'est que j'en ai beaucoup, mais ouais. J'ai eu 2 parties d'expérience, une plutôt scientifique et une autre, enfin voilà, alimentaire, on va dire. Et mais dans ces alimentaires, j'ai quand même acquis de l'autonomie, de la responsabilité, par exemple, qui pourrait me servir dans le poste que je vise. C'est des compétences transversales. Ouais, alors je pense qu'il y a différentes manières, juste comme ça, sans aller dans le détail, parce que je pense que le plus utile serait d'aller voir directement sur ton CV, mais soit effectivement, tu en fais un résumé, mais si c'est vraiment intéressant par rapport au poste visé, si c'est des compétences intéressantes mais secondaires, limite, ce n'est pas vraiment la peine de les valoriser. Mais si c'est vraiment intéressant, tu peux les valoriser dans le texte de présentation. Non, mais ça peut être des soft skills, quoi. C'est par exemple par rapport aux autres, le travail d'équipe. Est-ce que tu as mis ça en œuvre, par exemple, dans d'autres expériences non alimentaires, enfin, juste. Je les ai mis un peu dans des expériences qui correspondent au poste.
mais j'ai acquis d'autres choses dans mais tu peux dans des décrire autres ça dans une métiers que je ne l'ai expérience. pas mis sur mon CV parce que ça ne correspondait pas au poste. Ouais, bah tu peux C'était quand pas même, dans le même milieu de travail, quoi. Tu peux créer une expérience, job alimentaire, enfin, je ne sais pas ce que c'était exactement, mais et dedans, tu dis ce que tu as fait qui démontre cette qualité. C'est-à-dire, j'ai travaillé en charcuterie, alors que là, maintenant, je travaille dans les laboratoires en scientifique, quoi. Ouais. Mais dans une charcuterie, bon, bah, il faut aussi avoir, il y a la relation client, donc et travail d'équipe. Ouais. Et ça peut se mettre là. Après, la réponse sur ce qui sera le plus intéressant, en fait, il faut le voir sur l'articulation globale de ton CV. Parce que si tu peux, par exemple, ne quasiment pas mentionner ce travail en charcuterie, c'est quand même mieux. Parce que disons qu'après, ça me fait des gros trous dans mon CV quand même. Comment? Ça me fait des gros trous dans mon CV, quoi. Ouais, faut voir justement comment tu peux répondre à ces trous. Est-ce que tu peux pas y répondre d'une autre manière? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut effectivement voir. Mais en tout cas, dans les différents endroits où tu peux, tu as le texte de présentation, tu as la description des expériences. Tu peux aussi regrouper plusieurs expériences que tu as eues en une seule en disant, voilà, c'était des expériences alimentaires ou autres expériences non liées au métier. Et puis, tu en fais une petite rubrique et tu dis juste, tu les mentionnes, peut-être en montrant les quelques qualités acquises. Voilà. Il n'y a pas de règle en fait sur le CV, donc on essaye de trouver, c'est juste une espèce de norme où on doit mettre des expériences, des formations et puis peut-être une photo de l'état civil et un peu de description et puis c'est tout. Donc après on panache un petit peu en fonction de ce qu'on a pour dire ce qu'on a à dire, mais faudrait voir concrètement ton CV en fait. Ok, mais c'était voilà pour rebondir sur parce que voilà c'est un savoir-être que j'ai eu dans d'autres expériences qui pourrait me servir maintenant, enfin dans mon nouveau travail, quoi. Ouais. Mais après, il faut voir si c'est vraiment important. Si vraiment cette partie-là, parce que ça ne sert à rien de tout mentionner aussi. Parce qu'en fait, on a tous mais, plein de qualités. Je peux juste dans le coup le mettre comme la dame là, enfin dans l'exemple que vous donnez, dans la présentation, quoi. Une petite allusion dans la présentation. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas juste le mettre parce que sinon on n'a rien à dire en fait. Peut-être que dans le travail de laboratoire, il y a des choses qui sont plus importantes comme la rigueur, comme l'esprit d'analyse, des choses comme ça. Donc c'est plus celle-là qu'on va essayer de valoriser vraiment. Et puis le travail d'équipe, ça se voit d'une autre manière, par exemple sur le CV. Je ne sais pas en fait, c'est vraiment ça. Le but, c'est pas de non, mais c'est un moyen voilà, aussi de se présenter, de parler d'une chose qui n'a pas rapport avec le métier, mais qui est quand même une expérience. Tout à fait. Et rapport avec le savoir-être aussi. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est le mentionner si c'est une compétence transversale. Si ce n'est pas une compétence transversale, ça ne sert à rien de le mettre. Alors, je vais me permettre d'avancer parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent la fin de la présentation et puis après, on pourra discuter. Moi, j'ai tout mon après-midi si vous voulez, mais c'est pas exagéré, mais quand même. Donc, je finis juste. Il y a juste une dernière partie sur les capacités d'adaptation et puis après, on pourra échanger dessus. C'est important, ça. On en parle beaucoup en ce moment parce que, notamment avec la crise économique, tout ça, c'est important de s'adapter. Voilà, donc, alors j'ai écrit un article là-dessus, pareil encore, sur le blog de DoYouBuzz. L'idée, je vous envoie le lien ici, c'est un peu un principe c'est intéressant, mais c'est quand même un peu galvaudé comme principe, notamment dans le monde du recrutement. Parce que chercher quelqu'un qui sait s'adapter, en fait, ça veut un peu tout et rien dire, parce que ça dépend énormément du contexte dans lequel on va s'adapter. Voilà, tout le monde sait s'adapter. En fait, on a tous dû changer de métier, changer de ville. Il y en a certains qui ont eu des enfants et c'est un sacré adaptation. On a changé de voiture, on doit changer de pays, on doit changer de ville. Des fois, on change de conjoint ou de conjointe, on change de régime alimentaire. Donc, on s'adapte en fait en permanence. C'est juste, c'est notre vie en fait. Donc, chercher quelqu'un qui sait s'adapter, en fait, ça veut rien dire. Voilà, d'une certaine manière. Donc en fait, bien souvent, c'est d'autres critères qui vont faire qu'on s'adapte ou pas. C'est est-ce que nous-mêmes, on a l'impression, est-ce qu'on est moteur dans ce changement ou pas? Est-ce qu'on est partie prenante dans ce changement qu'on doit faire, en fait, qu'on doit mettre en place? Est-ce que ça nous semble un changement bénéfique ou utile? Est-ce que, ou au contraire, néfaste et inutile? Donc, c'est vraiment cette idée de capacité d'adaptation, il faut déjà s'en méfier en tant qu'idée pure, parce qu'il y a plein de choses derrière qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc,
Par contre, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une peur du côté des recruteurs. En fait, ça traduit une peur, hein, le fait qu'ils recherchent des gens qui sont capables de s'adapter. C'est qu'ils ont peur de recruter quelqu'un qui, quand il y aura besoin quand l'entreprise aura, entre guillemets, besoin de changer, est-ce que vous serez avec eux ou est-ce que vous serez en train de freiner? Et encore une fois, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des changements, je pense que personne ne serait pour, donc tout le monde sera en train de freiner les cas de fer pour ce changement-là. Voilà. Donc, je vous propose de travailler 2 fois plus et d'être payé 2 fois moins. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter? Ouais, non, je ne veux pas, quoi. Alors que dans d'autres contextes d'adaptation, on peut avoir envie. Donc là, évidemment, on va prendre uniquement la partie, ce qu'on va faire dans ce genre de situation, c'est que nous, on va montrer des situations où on a dû s'adapter dans notre vie professionnelle et où ça a été positif, où cette adaptation s'est bien passée. Et évidemment, je suis quasiment sûr qu'il y a toujours eu des adaptations où on n'avait pas envie. Et c'est normal. Donc, quand un recruteur veut savoir est-ce que vous êtes capable de vous adapter, la réponse c'est oui. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Il y a une situation qui s'est passée comme ça. Et voilà ce que moi j'ai fait dans cette situation-là. Voilà. Et en fait, est-ce que c'est la même situation que vous avez vécue que celle qui risque de se produire dans cette entreprise? Probablement pas. Parce que chaque contexte, les contextes sont souvent assez uniques. Mais ça n'empêche pas, ça va rassurer en fait. Et c'est principalement ça qu'il faut faire. Donc, il y a plusieurs choses, il y a quelques choses qui sont intéressantes là-dessus, c'est essayer d'identifier des moments dans votre histoire professionnelle où il y a eu un changement dramatique, un changement dans votre contexte, dans votre environnement. Alors, évidemment, les meilleures histoires, c'est celles où il y a eu justement un changement marquant, un peu dramatique, un truc qui n'était pas du tout prévu. Et plus l'ampleur est grosse, mieux c'est. Voilà. Donc là, moi, dans l'article, je vous ai envoyé le lien, je parle d'une dame qui s'appelle Alexandra, c'était un hasard, et qui est boulangère et qui avait reçu une commande de 300 viennoiseries pour le dimanche suivant. Et donc, c'est quelqu'un de très organisé, donc elle avait préparé toutes ses viennoiseries à l'avance, etc. Elles étaient au congélateur bien comme il faut. Et le problème, c'est que son congélateur est tombé en panne le samedi soir. Enfin, elle s'est rendue compte le samedi soir que son congélo était tombé en panne, que toutes ses viennoiseries étaient ruinées à 23 h et le client passait chercher ses 300 viennoiseries le lendemain à 7 h du matin. Donc, elle doit en fabriquer 300. Il est 23 h le samedi soir et elle n'a plus de matière première. Elle n'a plus assez de farine pour le faire. Enfin bref, elle peut en faire 50, mais maximum. Voilà la situation de la pauvre Alexandra ce jour-là. Donc, situation où je dois m'adapter en un temps record, faire des choses que je n'ai jamais faites pour livrer, pour honorer ma commande. Donc là, évidemment, elle a démontré autre chose que des capacités d'adaptation. Mais alors, ce qu'elle a fait, en fait, au final, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée réveiller ses concurrents pour leur demander s'ils n'avaient pas des trucs à lui refiler, de la matière première. Elle s'est démenée et au final, elle a réussi. Hein, c'est une vraie histoire. Et qui n'était pas mentionnée sur son CV, en plus. Donc, voilà. Et c'est le genre de choses qu'on va pouvoir amener pour montrer, oui, regardez, je sais m'adapter. Enfin, quand il faut, je suis là. Ou j'avais l'exemple aussi d'une responsable RH qui a son logiciel de paye qui tombe en panne le jour où elle envoie la paye, donc le 29 ou le 30. Et là, panique à bord parce qu'il y a 200 personnes à payer et certains qui en ont besoin pour régler leurs échéances. Et impossible impossible de faire marcher le logiciel. C'est le truc qui est totalement planté, il n'y a plus rien qui marche. Comment elle a fait? Donc ça, c'est des expériences un peu critiques de crise. Et donc, c'est les meilleures parce que c'est celles qui, en fait, souvent en une situation, on a expliqué plein de choses. On a donné plein de qualités. Le sang-froid, de la rigueur, de la capacité à aller vers les autres, de la créativité, de l'abnégation. Enfin, on a tout mis là. Et donc ça, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Après, évidemment, on n'a peut-être pas tous des histoires de ce type-là dans notre bagage. Donc, on va essayer de trouver tout simplement d'autres changements. Et il y en a toujours. Et qui mettent en avant, alors soit des changements qui mettent en avant des points forts, ou soit qui rassurent
éventuellement aussi sur des potentielles peurs du recruteur. Alors, il y a sur la capacité d'adaptation, mais par exemple, moi, je pense par exemple au entre guillemets, senior. Une peur d'un recruteur sur le stéréotype senior qu'il peut avoir, ça peut être quelqu'un qui a du mal avec l'informatique ou avec le numérique en général. Dans ce cas-là, on va essayer de montrer une situation où, alors si on en a, hein, mais où on a rencontré une difficulté nouvelle qu'on a résolue avec un outil, voilà, avec de l'informatique, avec un outil numérique, avec je ne sais pas quoi. Ou sur les seniors aussi, c'est qu'ils ont, leurs habitudes de travail, ils n'aiment pas qu'on les change. Voilà, je ne sais pas, c'est un stéréotype aussi. Et bien justement, montrer comment on s'est parfaitement intégré dans un nouvel environnement de travail, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, les capacités d'adaptation. Faut pas y réfléchir dans l'absolu. Est-ce que je m'adapte, est-ce que je ne m'adapte pas? Il y a des situations où on s'adapte facilement, il y en a où on s'adapte avec plus de difficultés. Il n'y a aucun souci. Et le risque, en fait, de la capacité de s'adapter systématiquement, c'est à la fin limite de ne plus avoir d'opinion. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de recruter, ça m'arrive souvent, de temps en temps. J'aime bien des fois quand il y a des gens en face de moi qui sont là, ah ouais, mais non, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, il faut que ce soit fait respectueusement mais au moins, on est à quelqu'un qui a une opinion en face et du coup, qui va nous aider à progresser aussi. Donc, avoir quelqu'un aussi qui s'adapte systématiquement, et bien, en fait, ce n'est pas un collègue qui va non plus aider l'organisation, le système dans lequel il se trouve à progresser. Donc, après, ça dépend des structures, des entreprises. Hein, tout le monde, il y en a qui veulent juste des bons petits soldats qui exécutent. Mais voilà, l'adaptation en tant que telle n'est pas forcément, ne se fait pas forcément dans l'absolu. Donc, une manière de formuler ces capacités d'adaptation aussi de manière purement explicite, c'est, alors je vous donne une phrase, voilà, ça peut être, voilà, je suis impliqué dans plusieurs associations sportives et caritatives, j'ai effectué des stages dans 3 pays différents, je suis constamment en contact avec des personnes d'origine et de milieux très divers, j'ai ainsi appris à m'adapter à des circonstances très différentes et à développer à chaque fois un très bon relationnel. Voilà. Là, on a mis 2 soft skills en une, hop, capacité d'adaptation et relationnelle, ouverture aux autres, tout ça, c'est parfait. Et on le justifie par une vraie histoire. On peut aussi, alors ça peut se mettre dans les textes de présentation. Et le dernier exemple, c'est évidemment dans une expérience. Voilà, là, c'est une expérience toujours de notre responsable RH qui a rajouté une petite ligne sur ses capacités d'adaptation. En 2019, malgré une panne informatique le 28 du mois, j'ai pu, avec mon équipe, assurer le paye de l'ensemble des demi-collaborateurs. Entre parenthèses, négociation avec notre prestataire technique, recrutement d'intérimaires, mobilisation de moyens financiers. Voilà. Là encore, elle rajoute une petite couche sur son CV. Voilà, sur les capacités d'adaptation et sur les soft skills en général. Il est 15h26, dis donc, nous avons explosé notre temps. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Alors, on me dit, la sphère privée peut-elle être évoquée? Déménagement à l'étranger pour occuper un poste, nouveau pays, nouveau challenge, responsabilité. Alors, oui. Mais alors là, limite, ce n'est pas privé, en fait. Le fait d'aller à l'étranger pour occuper un nouveau poste, il n'y a rien de vraiment privé là-dessus, je trouve. Donc, moi, ça me semble très bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions derrière. Mais oui, carrément. C'est des grosses adaptations, ça. Enfin, nouveaux challenges qui sont en plus réussis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, les soft skills, il faut les mettre dans le texte de présentation, alors. En partie. D'accord. Mais souviens-toi, 50% de la variance dans l'acceptabilité d'un CV en entretien se fait sur des critères, enfin, sur une compréhension implicite des soft skills. Toute la première partie, c'était vraiment là-dessus. C'était l'implicite. D'accord. Voilà. D'autres questions? Je pense que j'ai bien élaboré là, pendant 1h30. C'est un peu… Voilà. Donc, OK, super. Et ben, alors, écoutez, il y a juste une dernière petite chose, peut-être, pour ceux que ça intéresse, on a une communauté sur Slack. Donc, Slack, c'est un espace de messagerie. Si vous voulez la rejoindre, c'est plutôt là. L'idée, c'est que c'est un espace où on peut discuter, c'est gratuit.
Et si vous avez des questions ou voilà, vous voulez solliciter des feedbacks, alors de la part des autres personnes, moi je suis dessus, mais je pourrais certainement pas répondre à toutes les questions, mais c'est quand même intéressant d'avoir voilà, d'autres personnes. Donc, si vous voulez le rejoindre, je vous mets le lien ici. Vous allez recevoir un email, vous l'avez peut-être déjà reçu en fait, parce qu'il est censé arriver vers 15h10, je crois, où il y a un lien aussi pour le rejoindre. Est-ce que vous aurez les slides sur Slack? Je peux mettre les slides, mais je pense que la vidéo est plus intéressante parce que dans les slides, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais je peux les mettre, ouais, je peux les mettre, il n'y a pas de souci. Et puis, prochain atelier la semaine prochaine, je parle du mastermind. L'idée, c'est de créer un groupe, alors que vous puissiez rejoindre un groupe si ça vous intéresse, de plusieurs personnes, de 3-4 personnes, qui se rencontrent chaque semaine pour essayer justement de se challenger un petit peu les uns les autres dans la recherche d'emploi. Donc, c'est à la fois un groupe de soutien et de challenge qui est voilà, plutôt intéressant. Donc, voilà, je ferai la présentation un petit peu du format et puis ceux qui veulent pourront constituer des groupes entre eux. Il n'y a pas de souci. Enfin, ce sera le but en fait. Voilà. Et les prochains ateliers, je ne sais pas encore. Voilà, je n'ai pas fait le planning du mois d'avril. Donc, je communique là-dessus sûrement sur le Slack aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Oui. Vous avez réfléchi pour les CV de reconversion professionnelle? Je suis en train de bosser dessus, ouais, mais ça prend un peu de temps, ouais. Okay. Mais à la limite, tu es sur le Slack, Salomé? Oui. Oui, depuis la semaine dernière, oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si on a le même lien. Si, c'est le même, hein, c'est le même. Mais dans ce cas-là, n'hésite pas, envoie ton CV dessus, dans la partie feedback CV, et puis on pourra commencer la discussion là-dessus. D'accord. Ouais. OK. Mais ouais, je rediscute vendredi là, avec une personne, justement, et on fait son CV de A à Z. Après, ben, si, on verra. On verra. Peut-être que ce sera utile, ouais. J'en reparlerai dès que j'ai du contenu dessus. OK. Non, mais voilà. C'est mon cas, donc c'est pour ça que je refais Bah, un ouais, CV. non, mais donc, voilà, tout ce qui est reconversion, ça fait partie des choses plus difficiles à faire que quand on a une carrière toute faite. Et voilà, il y a déjà plein de complexités, déjà quand on a un parcours linéaire et normal. Mais en plus, oui, quand on est en reconversion, mais il y a souvent des choses intéressantes à dire. Après, à voir justement en cas particulier. Voilà. OK. J'avais rempli à peu près la présentation. Donc, j'ai mis quelque chose. Donc, là, je peux le mettre sur le Slack. Oui, c'est ça. Tout à fait. OK, d'accord. Bon, on va continuer là alors. Merci. Ça marche. Merci. Gérald, tu demandais Bonne fin de journée à tous. Salut Salomé. Gérald demande dans le chat si on peut revoir. Alors, les ateliers, ouais, ils sont dispo sur YouTube. On a une chaîne, alors on ne communique pas du tout dessus, hein, je les stocke juste dessus, mais ils sont effectivement accessibles. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous cherchez la chaîne Do You Buzz, et puis il y a une playlist avec les ateliers. Je ne les ai pas tous mis, je crois, mais 90%. Enfin, il y en a 6 ou 7, hein, il n'y en a pas 150 non plus. Voilà. Voilà. Bon, merci à tous. À une prochaine, peut-être sur le Slack, et puis sinon la semaine prochaine pour les ateliers et les semaines suivantes. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Jérémy. Merci.